L'évolution de la maladie du coronavirus se fait en 2 temps, d'après ce que j'ai cru comprendre des médias et de ce que j'ai pu lire. Premièrement, le virus infecte, vous donne de la fièvre comme tous les virus, et ça, c'est quelque chose de déplaisant, mais qui, en soi, est un peu comme une grippe et pourrait passer tout seul. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, heureusement pas majoritaire, mais malheureusement trop souvent, la deuxième phase de la maladie, c'est que le virus provoque une réaction inflammatoire qui fait partie des défenses immunitaires, une réaction inflammatoire violente qui détruit les tissus des poumons. Et c'est ça qui donne finalement le syndrome respiratoire. Mefa, bonjour. Bonjour Cathy Choukroun, bonjour Olivier Granilic. Donc on est avec vous, nos confrères du studio Kalita, comme tous les matins à Jérusalem, pour effectivement, comme vous venez de le dire, faire le point sur la chloroquine, traitement miracle ou mirage. Est-ce qu'on a aussi notre invité en ligne, Michel Goldberg, professeur émérite ça va pas tarder. Pasteur et président du conseil scientifique de l'Institut Weizmann? On l'a pas encore, mais ça ne va pas tarder. Donc on est... Non. Est là. Il Michel, est là, bonjour. Formidable. Vous m'entendez? Voilà. Mais très bien. Oui, on vous entend tous. On est de Paris à Jérusalem. Juste une correction, je ne suis pas président du conseil scientifique de l'Institut Weizmann, mais du comité français de l'Institut Weizmann. Ok, autant pour nous. Merci pour la correction. Bonjour, professeur Goldberg. Alors, Bonjour. professeur Goldberg, pourquoi la chloroquine préconisée par l'infectiologue, le professeur Raoult, comme traitement du Covid-19 divise autant les scientifiques? Alors, il le divise autant parce que, effectivement, comme le disent les détracteurs du professeur Raoult, il n'y a pas eu, à ma connaissance et jusqu'à présent, de publication d'un essai clinique fait dans les règles habituelles que l'on applique en temps de paix bactériologique, je dirais, qui prouve l'efficacité de ce médicament. Les essais qui ont été réalisés par les Chinois n'ont pas fait pour l'instant l'objet de publications détaillées dans des revues à comité de lecture sérieuses et reconnues. Et l'essai préliminaire qui a été fait par le docteur Raoult n'est pas véritablement ce qu'on appelle un essai clinique dans les règles. Alors, donc, justement... Voilà alors, il y a les personnes qui disent si on a des suspicions que ça peut guérir, dans le drame que vit actuellement la population, pourquoi ne pas l'essayer? C'est ma question, professeur Goldberg, justement. On est un peu dans une situation d'urgence. C'est vrai que les procédures dont vous parlez sont des procédures qu'on suit normalement lorsqu'on met au point un médicament. Mais là, on est dans une situation d'urgence. Il n'existe pas, dans cette situation, justement, des moyens d'aller plus vite? Si, c'est bien sûr, on peut toujours aller plus vite, mais vous savez, c'est comme quand on conduit une voiture. Si on va plus vite, parfois on peut arriver bien plus tôt, mais parfois on peut finir dans un arbre. Et c'est la raison pour laquelle les gens hésitent. Il y a des chauffeurs qui prennent des risques, il y a des chauffeurs qui préfèrent arriver en retard et qui ne prennent pas de risques. C'est le dilemme. Mais voilà, d'un autre côté, quand on est certain qu'au bout du compte, il y a la mort, si on ne fait rien, si on en est certain, alors autant prendre le risque. Donc c'est un dilemme qu'il est extrêmement difficile de résoudre et qu'à la limite, je dirais presque seul le patient devrait pouvoir choisir. Alors, permettez-moi d'insister sur une chose qui me frappe, qu'on n'entend pas dire dans les médias, et qui me frappe parce que elle est à la base de contradictions fondamentales que l'on entend actuellement, et elle vous expliquera la difficulté de faire un essai clinique. Si vous me donnez quelques instants, allez-y. L'évolution de la maladie du coronavirus se fait en 2 temps, d'après ce que j'ai cru comprendre des médias et de ce que j'ai pu lire. Premièrement, le virus infecte, vous donne de la fièvre comme tous les virus, et ça, c'est quelque chose de déplaisant, mais qui, en soi, est un peu
comme une grippe et pourrait passer tout seul. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, heureusement pas majoritaire, mais malheureusement trop souvent, la deuxième phase de la maladie, c'est que le virus provoque une réaction inflammatoire qui fait partie des défenses immunitaires, une réaction inflammatoire violente qui détruit les tissus des poumons. Et c'est ça qui donne finalement le syndrome respiratoire. La chloroquine, elle, ce qu'elle fait, ça n'est pas de guérir la deuxième phase. Ce que fait la chloroquine, si l'on en croit les résultats publiés, ce qu'elle fait, c'est de tuer le microbe, de tuer le virus. Mais pas de guérir. Et donc, mon raisonnement de scientifique, et non pas de médecin, et non pas de spécialiste, mais un raisonnement tout bête, me fait dire que si on donne la chloroquine au début de l'infection, quand on a détecté l'infection, on donne la chloroquine, on empêche le virus de se multiplier suffisamment et on le fait avant qu'il déclenche la deuxième phase. Et là, on guérit. Si on donne la chloroquine comme le préconise le comité scientifique du président de la République en France actuellement, si on ne le donne qu'aux personnes en phase, je dirais presque terminale, en phase extrêmement avancée, on le donne trop tard. On aura tué le microbe, mais la réaction inflammatoire sera déjà là et détruira les poumons. D'où mon interrogation, ma perplexité devant la recommandation qui est faite actuellement d'utiliser la chloroquine, oui, mais seulement, disons, proche de la phase finale. Ça, c'est pour la France. Pour Israël, c'est pas tout à fait la même chose. Pardon ? Ça, c'est une réaction, une décision qui a été prise en France, en Israël. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose concernant l'utilisation de la chloroquine. Voilà. Mais je trouve que c'est raisonnable, effectivement. Et c'est d'ailleurs exactement ce que préconise le docteur Raoult. Docteur Raoult, sa préconisation, c'est détecter le plus possible et dès que quelqu'un est infecté, le traiter à la chloroquine pour éviter justement qu'on évolue vers les phases graves. Alors les gens sont très sceptiques parce que justement ce médicament qui en général soigne le paludisme normalement a des effets secondaires très très lourds. Et donc alors, c'est ça qui fait que les scientifiques sont un peu perplexes. Attends. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Les effets secondaires très très lourds sont quand même des cas rares. D'accord. C'est que la chloroquine a été utilisée à des millions de doses sur des milliards de personnes pendant une vingtaine d'années, et que si elle avait des effets secondaires graves et fréquents, on ne l'aurait pas utilisée. Okay. Alors là encore, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser à l'aveugle, il faut l'utiliser uniquement sous contrôle médical après avoir vérifié qu'on n'est pas dans l'un des cas où il y a contre-indication grave, mais entre 15% ou 20% de cas extrêmement graves et de temps en temps une complication, je crois qu'il n'y a pas photo à l'échelle de la population, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la population. Michel Goldberg, le problème dans ce que vous expliquez, en tout cas ce qui se rapporte au cas en France, c'est qu'en France, aujourd'hui, quand on souffre de symptômes du coronavirus, on est hospitalisé seulement quand on est dans un cas grave. Or, vous expliquez que pour utiliser la chloroquine, il faudrait être bien surveillé pour l'utiliser pour le Covid-19. Ça veut dire que dans les circonstances actuelles, même si le médicament pouvait fonctionner, il n'y a pas moyen de l'utiliser, en tout cas dans la condition actuelle en France, contre le coronavirus sans prendre de risques, c'est ça ? Sans prendre de risques, je ne vois pas bien cette restriction. Sans prendre de risques, ça veut dire ça. Si on l'utilise au début, on l'utilise quand on est chez soi, donc sans surveillance médicale. Voilà, il faut le faire sous surveillance médicale. Il n'est pas question de prendre un médicament de son propre chef. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, quand on est chez soi et qu'on le prend, on n'est pas hospitalisé et on peut appeler son médecin. Est-ce que dans ces cas-là, ça ne rend pas impossible l'utilisation de ce médicament aujourd'hui, en tout cas en France ? On peut consulter son médecin, soit par téléconsultation, soit par consultation, et c'est au médecin, je pense, de prendre la décision. Le médecin a le droit. Il a le droit, il ne lui est pas interdit
de donner un médicament. Maintenant, c'est à lui de décider. Et si effectivement il détecte chez le patient qu'il doit interroger soigneusement et que souvent il connaît parce que c'est son médecin traitant, si le médecin traitant ou le médecin consulté a conscience d'une possibilité de complication, il ne prescrira pas le médicament. Autre question, professeur, il y a aussi beaucoup de gens qui guérissent du coronavirus. Donc, dans ces circonstances-là, comment se fixer sur des tests concernant l'efficacité de ce médicament, aussi bien en Chine qu'en France, alors que, vous l'avez dit, il n'y a pas de publications qui permettent de pouvoir se baser sur ces tests comme quelque chose de valide concernant l'efficacité du médicament? Absolument, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas moyen de prédire si quelqu'un aura besoin ou n'aura pas besoin, si le quelqu'un en question sera capable de guérir tout seul ou pas. Ça, je ne crois pas que ce soit possible dans l'état actuel des connaissances de le prévoir. Pas du tout. Professeur Goldberg, ce sera la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui sont à l'étude pour guérir de ce virus ? Oui, il y a plusieurs autres médicaments. D'une part, des inhibiteurs de protéase qui ont été mis au point pour le traitement du VIH, du sida, si vous voulez, pour le traitement du sida. Et puis, il y a surtout, à mes yeux, un médicament très porteur d'espoir, celui qui est développé par la société Gilead en Israël, qui s'appelle le Remdesivir, et pour lequel, au contraire de la chloroquine, dont on ne sait pas comment elle marche ou marcherait, le Remdesivir, on sait très bien comment il a été développé. Il a été développé et testé sur des coronavirus animaux. Ouais. C'est une molécule extrêmement connue. On connaît son mécanisme d'action et il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas sur l'homme. Et elle fait partie des molécules les plus prometteuses qui sont à l'étude dans des essais cliniques à travers le monde. Je sais qu'il y a des essais cliniques aux États-Unis là-dessus, qu'il y en a en Europe, qu'il y en a en France, je suppose en Israël aussi. Il y a aussi... Cette molécule a été utilisée dans un certain nombre de cas que je pourrais citer, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui à l'antenne. Alors, évidemment, il y a un essai clinique européen aussi également, puisqu'on parlait des essais cliniques sur la chloroquine, qui a été lancé ce lundi et dont apparemment on aura les premiers résultats dans 2 semaines. On verra alors qu'est-ce que la communauté... C'est vrai pour le chloroquine, mais c'est vrai aussi pour le Remdesivir, qui fait partie du même essai clinique, de la même série d'essais cliniques. Bien sûr. Et d'autres molécules inhibiteurs de protéase. Très bien. Merci beaucoup, professeur Goldberg, pour toutes ces informations. Je vous en prie. À bientôt en tout cas, et merci beaucoup à Judaïk FM pour ce duplex. À Studio Kalita aussi. À bientôt. À demain. Bonne journée. Ciao. À demain. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.